Mon père m'a dit que j'échouerais dans tout ce que j'entreprendrais parce que je n'avais pas ce qu'il fallait, et que je devrais tout donner à mon frère en or parce que lui avait ce qu'il fallait. J'ai quand même essayé et j'ai réussi malgré lui. Maintenant, il me supplie de donner un emploi à mon frère dans mon entreprise. Mon père m'a dit que j'échouerais dans tout ce que j'entreprendrais, que je n'avais pas ce qu'il fallait et que je devais tout donner à mon frère en or parce que lui l'avait. J'ai quand même essayé et j'ai réussi malgré lui. Maintenant, il me supplie de donner un emploi à mon frère dans mon entreprise. Mon père a donc passé toute mon enfance à me dire que j'allais rater ma vie. Pas d'une manière inquiète, comme un parent qui se soucie de vous. Non, c'était le genre de certitude, pleine et entière, gravée dans le marbre. Il me regardait faire mes devoirs ou m'entraîner pour le sport et secouait simplement la tête, comme s'il regardait quelqu'un essayer d'enseigner le calcul à un poisson rouge. Pendant ce temps, mon jeune frère Logan pouvait littéralement péter, et mon père applaudissait son esprit d'entreprise. J'aimerais exagérer. Laissez-moi vous brosser un tableau du ridicule du favoritisme dans ma maison quand j'étais enfant. Je parle de niveau d'adoration de l'enfant en or qui ferait paraître le parent le plus partial, juste et équilibré. Chaque chose que je faisais était scrutée et critiquée, tandis que Logan pouvait faire des erreurs catastrophiques et être quand même félicité pour avoir fait de son mieux. J'avais 12 ans quand j'ai construit mon premier ordinateur avec des pièces que j'avais économisées en tondant des pelouses tout l'été. Cela m'a pris 3 mois de travail, de recherche, de visionnage de tutoriels YouTube, tout le processus. Quand je l'ai finalement mis en marche, mon père est entré dans ma chambre, l'a regardé et a dit que c'était une perte de temps parce que je ne ferais jamais rien de moi-même avec les ordinateurs de toute façon. La même semaine, Logan a ramené un C1 à un test d'orthographe et a été emmené manger une glace parce qu'il s'était vraiment appliqué cette fois. Le gamin a éplé parce que et a eu une glace. J'ai construit un ordinateur fonctionnel à partir de zéro et on m'a dit que je perdais mon temps. Ce schéma a continué tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Quand j'ai intégré l'équipe de basketball universitaire en 2e année, mon père m'a dit que le sport était une distraction et que je devais me concentrer sur des objectifs plus réalistes. Quand Logan a quitté l'équipe JV après 2 entraînements parce que c'était trop difficile, mon père l'a félicité de connaître ses limites et de ne pas se surmener. Quand j'ai obtenu une moyenne de 3,9 en 3e année, tout en travaillant 20 heures par semaine dans un restaurant local, mon père a dit que les notes n'avaient pas d'importance parce que je n'avais pas la personnalité pour réussir de toute façon. Quand Logan a à peine obtenu un 2,3 sans aucune expérience professionnelle, mon père a dit que les notes n'étaient pas tout et que Logan avait un charisme naturel qui le mènerait loin dans la vie. Le double standard a atteint des niveaux absurdes. J'ai économisé de l'argent de mon travail au restaurant pour acheter une Honda Civic d'occasion quand j'ai eu 17 ans. J'ai payé moi-même, géré l'assurance moi-même, fait l'entretien de base moi-même. La réaction de mon père a été de me dire que je la détruirais probablement en 1 an parce que je ne savais pas prendre soin des choses. Logan a eu 17 ans et mon père lui a acheté une voiture plus récente. Pas neuve, mais une Toyota d'occasion solide qui coûtait 3 fois ce que j'avais payé pour ma Civic. Quand j'ai souligné l'injustice, mon père a dit que Logan avait besoin d'un transport fiable pour sa future carrière. Apparemment, je n'avais pas besoin d'un transport fiable, malgré mon travail et mes études. Les fêtes d'anniversaire étaient une autre blague. Mes anniversaires étaient reconnus par une carte et peut-être une petite carte cadeau générique. Les anniversaires de Logan étaient des événements, des dîners de famille complets dans de bons restaurants, de multiples cadeaux, toute la production. Une année, mon père a dépensé près de $600 pour la célébration de l'anniversaire de Logan. La même année, j'ai eu un billet de $50 et une carte, et une poignée de main. Quand j'ai rejoint l'équipe de robotique de l'école et que nous avons remporté une compétition régionale, mon père n'a même pas pu se donner la peine de se présenter à la cérémonie de remise des prix. Trop occupé par le travail, a-t-il dit. Quand Logan a participé à un tournoi de débat et a perdu au premier tour, mon père a pris un jour de congé pour le regarder, puis a emmené Logan dîner de consolation dans son restaurant de steak préféré parce qu'il était si fier de Logan d'y être allé et d'avoir essayé. Le message était clair comme de l'eau de roche à chaque interaction. Je pouvais tout accomplir et cela n'aurait pas d'importance. Logan pouvait tout rater et il serait toujours le favori. Il ne s'agissait pas de ce que nous faisions. Il s'agissait de qui nous étions aux yeux de mon père. Et à ses yeux, Logan était destiné à la grandeur, tandis que j'étais destiné à être médiocre au mieux. Le charisme naturel dont mon père ne cessait de parler, c'était essentiellement Logan qui savait se tirer d'affaire. Le gamin pouvait se sortir d'une contravention, d'un devoir raté,
ou de presque n'importe quelle responsabilité. Et mon père le dévorait comme si c'était une sorte de super-pouvoir au lieu d'être juste un bon menteur. Mais voilà ce qui m'a vraiment tué. Quand j'avais 16 ans, j'ai lancé une petite entreprise d'entretien de pelouse. J'ai acheté une tondeuse d'occasion avec l'argent que j'avais économisé, imprimé des flyers à la bibliothèque et fait du porte-à-porte dans notre quartier. En 2 mois, j'avais 15 clients réguliers et je gagnais un argent décent pour un adolescent. J'étais incroyablement fier. J'avais enfin fait quelque chose que mon père ne pouvait pas critiquer. N'est-ce pas? Faux. Mon père m'a assis un soir et m'a dit que je devais fermer mon entreprise et donner ma liste de clients à Logan. Pas lui demander s'il voulait s'associer, pas suggérer de travailler ensemble, mais lui donner toute mon entreprise. Son raisonnement, Logan avait la bonne personnalité pour gérer une entreprise, et je ne faisais que du travail de base de toute façon. Il a dit que je devais me concentrer sur l'obtention d'un emploi régulier quelque part parce que l'entrepreneuriat n'était pas dans mon ADN. Mais Logan était un leader né qui avait besoin de l'opportunité de briller. J'avais 16 ans, j'avais construit quelque chose à partir de rien, et mon propre père voulait que je le remette à mon frère de 14 ans, qui n'avait jamais montré d'intérêt à travailler un seul jour de sa vie. Quand j'ai refusé, mon père m'a puni pour être égoïste et ne pas soutenir ma famille. Puni pour ne pas avoir donné ma propre entreprise que j'avais construite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon père ne faisait pas que des favoritismes. Il croyait sincèrement que Logan était meilleur que moi. Il ne s'agissait même pas de ce que nous faisions ou accomplissions. Dans son esprit, Logan était intrinsèquement supérieur et destiné à la grandeur, tandis que j'étais intrinsèquement inférieur et destiné à l'échec. Rien de ce que je pouvais faire ne changerait jamais cette perception. Ma mère n'était pas beaucoup mieux. Elle suivait simplement tout ce que mon père disait. S'il disait que le ciel était vert, elle hochait la tête et demandait quelle nuance de vert. Elle ne m'a jamais défendu, n'a jamais remis en question le favoritisme évident, n'a même jamais reconnu que peut-être, juste peut-être, traiter ses enfants complètement différemment pourrait les perturber. Sa philosophie était « Votre père sait mieux », même quand son mieux était objectivement faux et limite abusif. Le moment des candidatures universitaires a été un autre cauchemar. J'avais travaillé incroyablement dur pour maintenir mes notes tout en travaillant et en gérant mon entreprise. J'avais de bons scores SAT, de solides activités parascolaires, des lettres de recommandation de professeurs qui me respectaient réellement. J'ai postulé à plusieurs universités d'État et j'ai été accepté dans toutes avec des bourses partielles. La réponse de mon père, il m'a dit que je perdais mon temps avec l'université parce que je raterais probablement de toute façon. Et même si je ne le faisais pas, je n'arriverais à rien parce que je manquais d'ambition et de motivation. Cet homme a regardé mes bulletins scolaires, mon historique de travail, mon entreprise, et a sommeau conclu que je manquais d'ambition et de motivation. La gymnastique mentale requise pour cette conclusion pourrait gagner l'or olympique. Puis Logan a commencé sa dernière année, et soudain l'université était la chose la plus importante au monde. Mon père a commencé à parler des écoles auxquelles Logan devait postuler, comment il s'en sortirait financièrement, à quel point il était fier de Logan et de vouloir poursuivre des études supérieures. Logan, qui n'avait jamais exprimé d'intérêt pour l'université auparavant, et qui obtenait à peine une moyenne de 2,5. Voici où ça devient encore mieux. Mon père m'a dit que je devais contracter des prêts étudiants pour mon éducation parce qu'il ne pouvait pas se permettre de m'aider. Assez juste. L'argent est serré. Je comprends. Sauf que 3 semaines plus tard, mon père nous a assis tous les deux et a annoncé qu'il avait économisé de l'argent dans un fonds d'éducation pour Logan. Il avait littéralement mis de l'argent de côté pendant des années, spécifiquement pour l'éducation universitaire de Logan, tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre d'aider avec la mienne. Le montant, près de $40 000. $40 000 qu'il avait secrètement économisé pour l'enfant en or, pendant que je travaillais plusieurs emplois et que je contractais des prêts. Quand j'ai souligné à quel point c'était injuste, mon père a dit qu'il avait fait de l'investissement en Logan parce que Logan avait eu une meilleure chance de faire quelque chose de lui-même et d'apporter le succès au nom de la famille. J'étais une cause perdue qui gaspillerait tout l'argent qu'il me donnait. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, j'ai pris mes prêts, mes bourses, mes profits commerciaux et j'ai trouvé un petit appartement près du campus. Les derniers mots de mon père furent que je reviendrais dans un semestre, implorant de l'aide, prouvant qu'il avait raison sur mon incapacité à m'en sortir seul. Je lui ai dit que je préférais vivre dans ma voiture plutôt que de lui demander quoi que ce soit un jour. L'université fut brutale,
mais dans le bon sens. Je travaillais 30 heures par semaine, suivais un programme complet et réussissais, tant bien que mal, à maintenir mes notes. J'avais exactement 0 vie sociale. Pas de fêtes, pas de vacances de printemps, pas de bêtises de fraternité. Juste du travail, des cours, des études, du sommeil, et on recommence. Mon colocataire plaisantait en disant que j'étais comme un robot programmé pour la productivité. Ma journée typique commençait à 5 heures du matin. J'étudiais jusqu'à 7 heures, allais à mon premier cours, assistais aux conférences jusqu'à 13 heures, puis me rendais à mon travail dans un cabinet comptable local où je faisais de la saisie de données et de la comptabilité de base, travaillais jusqu'à 21 heures, rentrais chez moi, mangeais quelque chose rapidement. Étudiais jusqu'à minuit, dormais 5 heures, et on recommence. Les week-ends étaient réservés au rattrapage de devoirs et aux heures supplémentaires quand je pouvais. Pendant ma 2e année, j'ai commencé à travailler en freelance. Conception de sites web, gestion de bases de données, tout ce que je pouvais faire à distance avec des horaires flexibles. Ce n'était pas grand-chose au début, juste de quoi couvrir l'épicerie et l'essence. Mais j'ai beaucoup appris et j'ai bâti un portefeuille de clients qui valorisait réellement mon travail. J'ai appris le SQL, Python et l'optimisation de bases de données grâce à des ressources en ligne gratuites et des livres de bibliothèque. J'ai passé d'innombrables nuits à travailler sur des tutoriels et à construire des projets d'entraînement. Mon premier client freelance était un petit cabinet médical qui avait besoin de réorganiser sa base de données de patients. Je leur ai facturé 800 $ pour quelque chose qui m'a pris environ 20 heures. Ils étaient ravis des résultats et m'ont référé à 3 autres cabinets. En 3e année, je gagnais presque autant en freelance que de mon emploi régulier. Le freelance était aussi bien plus intéressant et m'a appris de véritables compétences commercialisables au lieu de simplement de la saisie de données sans réfléchir. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce qu'il faudrait pour faire cela à plein temps après l'obtention de mon diplôme. Pendant ce temps, Logan a commencé l'université dans une école privée chic qui coûtait 3 fois plus cher que mon école publique. Mon père était si fier. Il a posté des photos partout sur Facebook de Logan sur le campus, Logan à l'orientation, Logan dans son dortoir, tout le topo du comportement parental embarrassant. Je n'étais même pas mentionné dans les nouvelles de famille. C'était comme si je n'existais pas. Les rares fois où j'ai parlé à mes parents pendant l'université, les conversations suivaient le même schéma. Mon père me demandait comment allaient les études. Je disais le bien. Il grommelait avec un apparent désintérêt, puis se lançait dans un discours de 20 minutes sur la façon dont Logan allait bien et toutes les opportunités incroyables qu'il poursuivait. Peu importe que je me tue au travail tout en maintenant de bonnes notes. Logan suivant un programme complet de matières faciles était apparemment plus impressionnant que mes cours d'ingénierie combinés à un emploi à temps plein. Logan a tenu exactement 1 an avant d'être renvoyé pour fraude académique. Il s'est avéré que son charisme naturel ne s'étendait pas à faire son propre travail. Il payait d'autres étudiants pour écrire ses dissertations et s'est fait prendre quand il en a soumis une qui contenait encore le nom de quelqu'un d'autre dans les propriétés du fichier. 40 000 $ partis en fumée pour 1 an de plagiat et de mauvaises notes. La réponse de mon père, ce sont des garçons, ils font des erreurs. Logan avait juste besoin de trouver le bon chemin. Il a présenté ça comme si Logan était une sorte de génie incompris qui n'avait pas encore trouvé sa vocation. Zéro responsabilisation pour le fait que Logan avait triché, menti et gaspillé assez d'argent pour acheter une nouvelle voiture. Logan est rentré à la maison et a commencé ce que mon père appelait sa phase entrepreneuriale. En réalité, c'était une série d'idées commerciales ratées que mon père finançait pendant que Logan ne faisait que très peu de travail. D'abord, c'était une ligne de vêtements. Mon père lui a donné 15 000 $ pour commencer. Logan a conçu exactement 3 chemises, en a vendu peut-être 20 à des amis et à la famille, puis a perdu tout intérêt quand il a réalisé que diriger une entreprise exigeait des efforts constants. La ligne de vêtements était censée être du streetwear ciblé sur les étudiants. Logan a fait de grands projets de partenariat avec des influenceurs et d'entrée dans les magasins de détail. Il a dépensé la majeure partie de l'argent pour une séance photo professionnelle des 3 modèles qu'il avait créés, a acheté des consultations coûteuses en matière de marque qu'il n'a pas suivies. Et a dépensé le reste en stock d'échantillons qui sont restés dans des boîtes dans le garage de mes parents pendant des années. Quand l'entreprise a inévitablement échoué, mon père a blâmé le marché saturé et le mauvais timing au lieu du manque total d'efforts de Logan. Ensuite, c'était une entreprise de gestion des médias sociaux. Mon père lui a acheté un nouvel ordinateur portable, payé des cours en ligne, l'a même aidé à créer une SARL.
Logan a créé un compte Instagram pour l'entreprise, a posté 2 fois, puis l'a oublié. La SARL a été dissoute après 1 an d'inactivité. Celui-ci était encore plus pathétique car Logan avait effectivement décroché 2 petits clients grâce à des relations familiales. Un ami de mon père qui possédait un restaurant local et le cousin de ma mère qui tenait une boutique. Tous deux étaient prêts à payer Logan pour gérer leurs médias sociaux. Logan a posté pour eux peut-être 3 fois au total, puis a cessé de répondre à leurs messages. Mon père a dû s'excuser auprès des deux et leur restituer leur dépôt. L'excuse de Logan était que la gestion des médias sociaux était trop restrictive pour sa vision créative. Puis ce fut un food truck. Mon père y a vraiment investi. Il a dépensé 30 000 $ pour un camion d'occasion et de l'équipement. Logan allait vendre des sandwichs au fromage grillé gastronomique. Il a opéré pendant exactement 2 semaines avant de décider que c'était trop de travail de se lever tôt et de s'occuper des permis et des réglementations de sécurité alimentaire. Le camion est resté dans l'allée de mes parents pendant 1 an avant qu'ils ne le vendent à perte. La phase du food truck a en fait coïncidé avec le démarrage de ma propre entreprise, ce qui a rendu le contraste encore plus évident. Logan se levait à 11 h, faisait quelques sandwichs au fromage grillé vers midi, garait le camion au même endroit en ville pendant quelques heures, puis rentrait chez lui à 15 h. Il se plaignait constamment de la difficulté et de l'exigence des clients. Pendant ce temps, je travaillais 14 heures par jour à développer ma clientèle et à mettre en place des systèmes pour faire évoluer mon entreprise. Mais selon mon père, nous étions tous les deux des entrepreneurs travaillant dur pour réaliser nos rêves. Après l'échec du food truck, Logan a annoncé qu'il allait devenir un des traders. Mon père lui a donné 10 000 $ à investir. Logan a suivi un cours en ligne, a acheté l'accès à une plateforme de trading et a ensuite perdu 8 000 $ en 3 mois par des transactions incroyablement stupides. Il suivait des conseils aléatoires de forums Reddit et de vidéos YouTube, prenait des décisions impulsives basées sur rien d'autre que son instinct, puis agissait surpris quand il perdait de l'argent. Les 2 000 $ restants, il les a retirés et dépensés en vêtements et en sorties au restaurant. Chaque échec a été accueilli par des encouragements et plus d'argent. Logan n'était pas un échec en série sans suivi. Non, il était un entrepreneur passionné explorant différentes entreprises jusqu'à ce qu'il trouve le bon chemin. Mon père disait à qui voulait l'entendre que Logan avait l'esprit d'un véritable homme d'affaires et avait juste besoin de trouver sa niche. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention. J'ai décroché un emploi d'administrateur de base de données pour une entreprise de logistique, gagnant un salaire décent. En 3 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir analyste senior. J'étais bon dans ce que je faisais, et je gagnais enfin assez pour vivre confortablement et rembourser agressivement mes prêts étudiants. Mais j'avais de plus grands projets. Je travaillais en freelance tout le temps, bâtissant des relations avec des clients, apprenant ce dont les entreprises avaient réellement besoin. J'ai vu une lacune sur le marché pour les entreprises de taille moyenne qui avaient besoin d'optimisation et d'automatisation de bases de données, mais ne pouvaient pas se permettre les grandes sociétés de conseil. À 27 ans, j'ai quitté mon emploi et j'ai créé ma propre entreprise de conseil. J'ai utilisé mes économies pour me soutenir pendant 6 mois pendant que je développais ma clientèle. C'était incroyablement risqué. J'ai eu des nuits blanches à me demander si j'avais fait une erreur monumentale. Mais j'ai travaillé dur. J'ai fourni un travail exceptionnel et j'ai laissé mes résultats parler d'eux-mêmes. Ces 6 premiers mois furent terrifiants. Je me réveillais à 3 h du matin, paniqué à l'idée de payer mon loyer, me demandant si je ne devais pas simplement abandonner et trouver un autre emploi régulier. Chaque jour où je ne décrochais pas un nouveau client me semblait une confirmation que, peut-être, mon père avait eu raison depuis le début. Mais j'ai persévéré. J'ai démarché des entreprises. J'ai assisté à tous les événements de réseautage que j'ai pu trouver. J'ai sous-facturé mes premiers projets juste pour me faire une réputation. Mon premier client important fut une entreprise de logistique régionale qui avait des difficultés avec sa base de données de gestion d'entrepôt. Leur système était un fouillis d'entrées redondantes, d'informations obsolètes et de zéro automatisation. J'ai passé 2 mois à reconstruire complètement la structure de leur base de données, à implémenter l'automatisation pour les tâches routinières et à former leur personnel. J'ai réduit leur temps de traitement de 40% et leurs erreurs encore plus. Ils furent tellement impressionnés qu'ils me référèrent à 4 autres entreprises de leur secteur. La première année, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 70 000 $ et je me suis versé environ 40 000 $ après les dépenses. À peine plus que mon ancien emploi, mais j'étais mon propre patron. La deuxième année,
j'ai atteint 150 000 $. J'ai embauché mon premier employé, un jeune diplômé nommé Alex, qui me rappelait moi-même à cet âge. Travailleur, désireux d'apprendre, prêt à faire les heures. La 3e année, j'ai dépassé les 300 000 $ et j'ai recruté 2 personnes supplémentaires. En 5e année, je dirigeais une équipe de 12 personnes avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 millions de $. La croissance n'a pas été fluide ni facile. J'ai eu beaucoup de revers en cours de route. J'ai perdu un client majeur la 3e année lorsqu'ils ont été rachetés, et la nouvelle société mère a utilisé ses propres systèmes. J'ai eu un employé qui a volé des données clients et a essayé de créer une entreprise concurrente la 4e année. J'ai dû gérer des problèmes de trésorerie plus d'une fois lorsque les clients payaient en retard alors que je devais toujours payer les salaires. Mais j'ai trouvé une solution à chaque fois. J'ai trouvé de nouveaux clients pour remplacer ceux que j'avais perdus. J'ai mis en œuvre de meilleurs protocoles de sécurité après le vol de données. J'ai mis en place une ligne de crédit pour gérer les lacunes de trésorerie. Chaque problème a renforcé l'entreprise et m'a appris quelque chose de précieux sur la gestion d'une entreprise. À 32 ans, je dirigeais une entreprise prospère que j'avais bâtie de toutes pièces sans aucune aide de ma famille. En fait, moins que 0 aide. Je l'avais construite malgré ma famille qui me disait activement que j'échouerais. Et vous savez quoi? Cela rendait la chose tellement plus douce. À ce stade, j'avais déménagé dans un bel appartement dans un bon quartier, je conduisais une voiture plus récente et fiable que j'avais payée comptant, j'avais un compte de retraite sain qui augmentait et je vivais confortablement sans dette. À l'exception du prêt hypothécaire d'une petite propriété locative que j'avais achetée comme investissement. Tout ce que mon père disait que je n'atteindrais jamais, je l'avais atteint. Tout ce qu'il disait que je ne pouvais pas faire, je l'avais fait. Mon père savait vaguement que j'avais ma propre entreprise. Je l'avais mentionné 1 ou 2 fois lors des appels téléphoniques obligatoires des fêtes. Sa réponse était toujours le même grognement dédaigneux et un changement de sujet. Il ne posait jamais de questions, ne montrait jamais d'intérêt, ne reconnaissait jamais cela comme une véritable réussite. Dans son esprit, je gérais probablement une minuscule opération depuis mon appartement, à peine de quoi joindre les 2 bouts. Pendant ce temps, Logan était passé à sa dernière entreprise, un podcast, parce qu'apparemment tout le monde et son chien ont besoin d'un podcast maintenant. Mon père lui a acheté tout l'équipement, payé l'hébergement, a même embauché quelqu'un pour apprendre à Logan à éditer l'audio. Logan a enregistré 6 épisodes au total en 4 mois, a eu peut-être une centaine de téléchargements combinés, puis l'a abandonné quand il a réalisé que construire une audience exigeait de la cohérence et un contenu réellement intéressant à écouter. Je n'avais pas vu ma famille en personne depuis près de 4 ans. Nous faisions les appels téléphoniques obligatoires lors des grandes fêtes où les conversations étaient superficielles et inconfortables. Mon père me demandait comment allait le travail. Je disais bien. Il grognait, puis passait 20 minutes à me parler de la dernière idée de génie de Logan. J'écoutais, ne disais rien et comptais les minutes avant de pouvoir raccrocher. Le Thanksgiving dernier, j'étais en fait reconnaissant d'avoir une intoxication alimentaire car cela m'a donné une excuse légitime pour sauter le dîner de famille. C'est à quel point je redoutais de les voir. Je préférais passer les vacances à vomir plutôt que de m'asseoir à une table avec des gens qui pensaient si peu de moi. Il y a 3 mois, tout a changé. J'étais dans mon bureau, en train de revoir les chiffres trimestriels, lorsque mon assistante m'a dit que j'avais un visiteur qui prétendait être mon père. J'ai en fait cru qu'elle plaisantait au début. Mon père se présentant à l'improviste à mon bureau n'avait aucun sens. Mais bien sûr, il était là, dans le hall, l'air plus âgé que dans mes souvenirs, portant un pantalon de ville et une chemise boutonnée, comme s'il se rendait à un entretien d'embauche. Il a semblé surpris lorsque mon assistante l'a conduit à travers la zone de travail principale où mon équipe était occupée à ses postes. Je pouvais le voir regarder autour de lui, observer les bureaux, l'équipement, les employés. Nous sommes allés dans mon bureau privé. Je ne lui ai pas offert de siège ni de plaisanterie. J'ai juste attendu qu'il m'explique pourquoi il était là. Le silence s'est étiré inconfortablement jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse la gorge et dise qu'il voulait me parler d'une opportunité. Une opportunité, n'est-ce pas? Il a commencé par des banalités, me demandant comment allaient les affaires. Je lui ai donné des réponses monosyllabiques, bien. Ça va. Occupé. Il a commenté la beauté du bureau. Il a dit que les choses semblaient bien aller pour moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu qu'il en vienne à la véritable raison de sa présence.
Il s'est avéré que la dernière entreprise de Logan avait lamentablement échoué. Il avait convaincu mon père de se porter co-emprunteur pour un prêt de 45 000 $ afin de lancer une entreprise de dropshipping. Vous savez, cette chose qui était déjà sursaturée est pratiquement une arnaque au moment où Logan a décidé de s'y lancer. Il avait dépensé l'argent en stocks qui ne se sont jamais vendus, en publicités qui n'ont jamais converti, en un cours enseigné par un gourou qui promettait de l'argent facile. Mon père m'a expliqué tout cela comme si c'était un accident tragique, indépendant de la volonté de quiconque. Le marché était trop concurrentiel. Logan avait reçu de mauvais conseils de son mentor. Le timing était malheureux. Les fournisseurs de stock n'étaient pas fiables. Et ainsi de suite avec les excuses pour expliquer son échec, sans jamais mentionner que Logan n'avait ni plan d'affaires, ni étude de marché, ni éthique de travail. L'entreprise a fait faillite en 8 mois. Logan a fait défaut sur le prêt. Maintenant, mon père était redevable de 45 000 $ plus les intérêts qu'il ne pouvait pas se permettre. Il avait déjà refinancé sa maison une fois pour couvrir des investissements précédents dans les entreprises ratées de Logan. Il ne pouvait pas le faire à nouveau. Mon père était assis dans mon bureau, me racontant toute cette triste histoire sur la façon dont Logan avait essayé si fort, mais le marché était trop concurrentiel. Comment Logan était découragé et en difficulté. Comment ils avaient le besoin d'aide pour se remettre sur pied. Puis vint la véritable raison de sa visite. Il voulait que je donne un emploi à Logan dans mon entreprise. Pas n'importe quel emploi, un poste de direction. Parce que Logan avait tant d'expérience commerciale grâce à ses diverses entreprises et pouvait vraiment contribuer à la croissance de ma compagnie. J'ai ri à gorge déployée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'audace était à couper le souffle. Vous plaisantez, ai-je dit. Il a semblé sincèrement confus. Pourquoi est-ce que je plaisanterais? Logan a de l'expérience dans la gestion d'entreprise. Il comprend l'entrepreneuriat. Il pourrait être un véritable atout pour votre équipe. Logan a l'expérience de l'échec d'entreprise, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Le visage de mon père s'est assombri. Il a appris de ses expériences. Cela le rend précieux. Il sait ce qu'il ne faut pas faire. Moi aussi, ai-je répondu. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens qui abandonnent quand les choses deviennent difficiles. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens qui n'ont jamais réussi un seul projet. Je sais qu'il ne faut pas embaucher des gens juste parce qu'ils sont liés à moi. Il a tenté une approche différente. Il a parlé de la façon dont les entreprises familiales sont plus fortes grâce à la confiance et à la loyauté. Comment Logan serait engagé dans le succès de l'entreprise parce que ce serait le succès de la famille. Comment cela pourrait être une opportunité pour nous de reconstruire notre relation tout en aidant Logan à se remettre sur pied. Tout le discours était clairement répété. Il l'avait probablement pratiqué en voiture, mais il était plein de lacunes. Quelle confiance? Quelle loyauté? Nous n'avions pas de relation familiale à reconstruire parce que nous n'en avions jamais eu une vraie. Mon père a eu l'air offensé. Il a dit que la famille devrait aider la famille. Que j'avais des ressources maintenant et que Logan avait besoin d'opportunités, que c'était la bonne chose à faire. Il a réellement utilisé ces mots, la bonne chose à faire. Comme si donner à Logan un poste de direction pour lequel il n'était pas qualifié, dans une entreprise à la construction de laquelle il n'avait joué aucun rôle, était une sorte d'obligation morale. J'ai demandé à mon père s'il se souvenait de m'avoir dit que j'échouerais dans tout ce que j'entreprendrais. S'il se souvenait d'avoir dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. S'il se souvenait de m'avoir forcé à donner mon entreprise d'entretien de pelouse à Logan parce que Logan était le leader né. S'il se souvenait des 40 000 $ qu'il avait économisés pour l'éducation de Logan pendant que je contractais des prêts. S'il se souvenait de toutes ces années où on m'avait dit que j'étais le fils inférieur qui n'arriverait jamais à rien. Son visage est devenu rouge. Il a dit que c'était du passé et que je devais arrêter de vivre dans le passé, qu'il avait toujours soutenu ses deux fils de manière égale, que j'étais mesquin et vindicatif en évoquant de vieux griefs. La révision totale de l'histoire était stupéfiante. Dans son esprit, il avait été le père de l'année pour nous deux. Je lui ai dit, non, aussi simple que ça. Non, je ne donnerai pas de travail à Logan. Non, je ne les sortirai pas d'affaires. Non, je ne fournirai aucune aide. Mon entreprise a été bâtie sur mon propre mérite, avec mes propres efforts. Malgré tout ce que ma famille a fait pour me décourager, Logan n'était pas qualifié pour travailler ici.
Et même s'il l'était, je ne l'embaucherais pas. Le comportement de mon père a complètement changé. L'attitude faussement amicale a disparu. Il m'a dit que j'étais égoïste et cruel. Que Logan était mon frère et que la famille se serrait les coudes. Que je leur devais après tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant. Il a même dit que je leur devais. Pourquoi? Pour m'avoir dit que j'échouerais? Pour avoir favorisé mon frère de toutes les manières possibles? Pour m'avoir fait me sentir inutile pendant toute mon enfance? Je lui ai demandé de partir. Il a refusé. Il a commencé à élever la voix, disant que j'avais tourné le dos à ma famille, que le succès m'avait rendu arrogant, que je regretterais cela. J'ai appelé la sécurité. Regarder deux hommes escorter mon propre père hors de mon immeuble, tandis qu'ils criaient à quel point j'étais un fils ingrat, fut peut-être le moment le plus surréaliste de ma vie. Il m'a appelé 17 fois ce jour-là. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à mon appartement ce soir-là. Le portier l'a renvoyé. Il a envoyé des emails. Je les ai mis dans les spams. Il a essayé de me joindre via LinkedIn, de toutes les plateformes. Je l'ai bloqué là aussi. Puis Logan a commencé à envoyer des messages textes disant qu'il avait vraiment besoin de cette opportunité. Qu'il avait changé et grandi. Qu'il travaillerait dur et ferait ses preuves si seulement je lui donnais une chance. Qu'il savait que nous avions eu nos différences en grandissant, mais que nous étions des adultes maintenant et pouvions en passer à autre chose. Chaque message était clairement conçu pour appuyer sur des boutons émotionnels. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas un seul. Qui avait-il à dire? Aucune manipulation soigneusement formulée n'allait changer le fait que Logan avait reçu tous les avantages, tandis que je recevais des critiques et des obstacles. Et il a quand même réussi à échouer dans tout, tandis que moi, j'ai réussi. Ma mère a commencé à appeler, en pleurant, disant que je déchirais la famille. Comment pouvais-je être si insensible envers mon propre frère qui luttait? Est-ce que je ne me souciais pas de la famille? Je lui ai rappelé qu'elle était restée silencieuse pendant que mon père me traitait comme de la saleté pendant 18 ans et finançait tous les caprices de Logan pendant que je travaillais à plusieurs emplois. Elle m'a raccroché au nez. Le harcèlement a continué pendant 2 semaines. Différents numéros de téléphone, des emails provenant de comptes que je n'avais pas encore bloqués, même une lettre manuscrite livrée à mon bureau. Toutes des variations du même thème. Logan avait besoin d'aide. J'avais le pouvoir d'aider. La famille et de la famille. J'étais égoïste. Je leur devais. Et ainsi de suite. J'ai finalement répondu par un seul email envoyé à tous les 3. Je l'ai gardé court et clair. Je n'avais aucun intérêt à renouer des liens avec des personnes qui avaient passé des décennies à me faire me sentir inutile. Les échecs de Logan n'étaient pas ma responsabilité. Leurs problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité. Je leur souhaitais le meilleur, mais je ne voulais plus aucun contact. Toute tentative supplémentaire de me contacter serait considérée comme du harcèlement et traitée en conséquence. L'email a semblé fonctionner. Les messages ont cessé. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin compris et me laisseraient tranquille. J'aurais dû mieux savoir. 2 mois plus tard, Logan s'est présenté à mon bureau, il est juste entré pendant les heures de bureau. Mon assistante a essayé de l'arrêter, mais il l'a bousculé et a fait irruption dans mon bureau pendant une réunion avec un client. Il a fait toute une scène, disant qu'il avait besoin de me parler, que c'était urgent, que je ne pouvais pas ignorer la famille. Je me suis excusé de la réunion, j'ai conduit Logan au hall et je lui ai dit sans équivoque que s'il se présentait à nouveau à mon bureau, je le ferais arrêter pour intrusion. Il a essayé de me saisir le bras, a commencé à pleurer, disant qu'il était désespéré, qu'il n'avait nulle part où aller. J'ai de nouveau appelé la sécurité. Alors qu'il l'escortait dehors, il a crié que je le regretterais, que le karma me rattraperait, que je finirais seul et misérable. C'est plutôt fort venant d'un homme de 30 ans qui avait échoué dans tout ce qu'il avait jamais essayé, et qui suppliait maintenant son frère pour un emploi dans une entreprise à laquelle il n'avait joué aucun rôle dans la construction. J'ai envoyé une mise en demeure formelle cet après-midi-là. J'ai demandé à mon avocat de la rédiger, elle précisait clairement que tout contact futur de la part d'un membre de la famille entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. La lettre détaillait chaque incident de tentative de contact, le qualifiait de harcèlement continu et leur donnait un préavis explicite d'arrêter. C'est finalement ce qui a fonctionné. Silence radio pendant 3 semaines.
J'ai même commencé à me détendre, pensant qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Puis j'ai reçu un appel de mon avocat. Mon père avait engagé un avocat et menaçait de me poursuivre en justice. Les motifs, des absurdités sur le fait que j'aurais volé des opportunités commerciales qui appartenaient de droit à Logan, car j'aurais utilisé des compétences acquises en travaillant dans une entreprise familiale. Sauf que nous n'avons jamais eu d'entreprise familiale. Tout était complètement fabriqué. Mon avocat était presque amusé. Il a dit que c'était l'une des plaintes les plus infondées qu'il ait jamais vues et que nous pouvions facilement la faire rejeter. Mais le but n'était pas de gagner un procès. Le but était de me harceler, de me faire perdre du temps et de l'argent, d'essayer de me forcer à reprendre contact avec eux. Nous avons déposé une requête en irrecevabilité et une contre-plainte pour dépôt de plainte abusive et harcèlement continu. Mon avocat était confiant que nous gagnerions les deux. Il avait raison. Le juge a rejeté leur affaire en 3 semaines et a statué en notre faveur sur la contre-plainte, leur ordonnant de payer mes frais de justice, plus des dommages supplémentaires pour le harcèlement. Le montant n'était pas énorme, loin de là, mais il a envoyé un message clair: continuez à m'embêter et cela vous coûtera plus que votre fierté. Mon avocat leur a envoyé le jugement avec une note indiquant que tout contact futur entraînerait une action en justice immédiate avec des sanctions. C'était il y a 2 mois. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles depuis. Pas d'appel, pas de mail, pas de visite surprise, juste un silence béni. Une partie de moi se demande s'ils ont enfin accepté que j'en ai fini avec eux. Que le pont n'est pas seulement brûlé, il a été napalmé et les cendres dispersées. Qu'aucune quantité de culpabilité, de manipulation ou de menace légale ne changera mon esprit. Mais je connais ma famille. Ils sont probablement en train de se regrouper, essayant de trouver un nouvel angle. Peut-être qu'ils essaieront de me joindre par l'intermédiaire de la famille élargie. Peut-être qu'ils essaieront de se présenter à un événement professionnel. Peut-être qu'ils trouveront une autre façon créative de se réinsérer dans ma vie. Peu importe. Je suis préparé maintenant. J'ai des avocats en permanence. J'ai des preuves de tout. J'ai des limites faites d'acier renforcé. Ils m'ont appris en grandissant que j'étais inutile et que je ne réussirais jamais. Ils avaient tort. Ils m'ont appris que la famille passe toujours avant tout, quoi qu'il arrive. Ils avaient tort aussi. La meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, bien que je l'ai certainement fait. La meilleure vengeance est de bien vivre et de ne pas les laisser en faire partie. Mon père a passé toute mon enfance à me dire que j'échouerais. Il a tout investi en Logan parce que Logan avait ce qu'il fallait. Maintenant, Logan vit chez ses parents à 30 ans avec une série d'entreprises ratées et de prêts non remboursés, tandis que je dirige une entreprise prospère que j'ai bâtie à partir de rien. Et ils veulent que je répare leurs erreurs. Que je donne à Logan les opportunités que j'ai dû créer moi-même. Que j'oublie des décennies d'être traité comme si j'étais moins que rien. De faire comme si rien de tout cela n'avait d'importance parce que la famille. Voici ce que je veux que les gens comprennent à propos de situations comme celle-ci. Couper les ponts avec une famille toxique n'est pas cruel. Ce n'est pas sans cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère, ou parce que l'on est mesquin. C'est un acte d'auto-préservation face à des personnes qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne vous valorisent pas, ne vous respectent pas et ne feront que prendre de vous. Mon père a eu 32 ans pour être un bon père pour moi. 32 ans pour faire preuve d'une équité et d'un respect élémentaire. 32 ans pour reconnaître mes efforts et mes accomplissements. Il a choisi de passer ces années à me rabaisser tout en élevant Logan. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Logan a eu 30 ans pour être un frère décent, pour peut-être me défendre occasionnellement quand le favoritisme devenait vraiment mauvais. Pour me traiter comme une personne au lieu du frère inférieur. Il a choisi de profiter de tous les avantages qu'il a obtenus pendant que je n'obtenais rien. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Ma mère a eu 32 ans pour être une mère pour ses 2 fils au lieu de simplement permettre le favoritisme de mon père. Elle a choisi la complicité silencieuse. C'était son choix. Maintenant, je fais le mien. Ils ont fait leur choix en fonction de ce qui les arrangeait sur le moment. Je fais les miens en fonction de ce qui est sain pour mon avenir. Et mon avenir n'inclut pas des gens qui me voient comme un compte bancaire à piller ou une ressource à exploiter lorsque leur enfant en or échoue inévitablement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleures histoires.